Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de d'avoir invité une auteure, une investisseuse et également une coach en finances personnelles. Elle vient de Biélorussie et à travers ses coachings, ses conseils, elle a aidé pas moins de 530 femmes et est suivie sur ses réseaux, sur son blog par plus de 20 000 personnes. J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Katia, qui est plus connue sous le nom de Katia Finance. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation et enchanté tout le monde. Alors Katia, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement? Voilà, comme je l'ai dit, tu viens de Biélorussie. Est-ce que tu peux par exemple partir de là? Avec plaisir. Moi, je viens de Biélorussie. J'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. Et depuis, j'ai voyagé, j'ai étudié, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans plusieurs pays. J'ai passé par les États-Unis, République tchèque, Lituanie et bien d'autres pays avant que je m'installe en France. Ça fait déjà, pardon, ça fait déjà plus que 10 ans que je suis en France. C'est là d'ailleurs que j'ai lancé et revendu 12 startups. C'est là où j'ai fait les carrières en informatique. J'ai monté jusqu'à un très bon échelon, on peut dire ça. Et c'est là où, à l'époque, j'ai détecté ces différences des traitements des finances personnelles entre les mondes anglo-saxons, auxquels j'étais plus formée parce que je viens quand même des masters et bachelors euh, américaines avec les professeurs canadiens, américains, etc. Euh, et parmi toute l'expérience, tout ce que je veux, voilà, j'ai détecté cette vraie tabou de parler de l'argent en France. Or, c'était le sujet qui m'a toujours intéressée. Depuis l'âge des 16 ans, je dévore tous les contenus sur les sujets, les pères riches, pères pauvres, les bibles, les livres en finances personnelles dont tout le monde parle. Je l'ai lu la première fois aux 16 ans, comme j'ai eu 16 ans, et depuis, je l'ai lu en français, en anglais, en russe, sur plusieurs langues. Donc, pour moi, c'était les sujets qui m'appassionnaient. Un jour, j'ai décidé à commencer à partager sur ces sujets-là. Tout a commencé avec les comptes Instagram. À l'époque, j'étais les seuls en francophonie d'en parler. Donc, assez rapidement, j'ai commencé à avoir des centaines de milliers, bon, quoique des centaines de milliers, des centaines d'abord. Après, c'était par milliers des personnes qui m'ont suivi, qui m'ont posé des questions sur les finances, que j'étais contactée par les maisons d'édition pour écrire mes 12 ouvrages sur les budgets, sur la gestion des finances. Donc, tout est commencé sur Instagram et depuis, voilà, ça est devenu une activité à part entière qui est très connue aujourd'hui sous le nom Katia Finance, où j'accompagne les femmes à prendre en main leurs finances personnelles et à commencer à investir parce qu'aujourd'hui, j'ai deux niveaux d'accompagnement. Les premiers niveaux, c'est bien pour les femmes qui sont découvertes, qui sont endettées, qui ont du mal à gérer leurs finances pour que les finances personnelles, c'est vraiment le boîte noire. On n'y sait pas qu'est-ce qui se passe intérieur. Donc, on a les programmes d'accompagnement pour ces profils-là. Et assez rapidement, quand on accompagne les femmes et commencent à mieux gérer leurs finances, commencent à accumuler l'épargne, les questions reviennent, what's next? C'est quoi les prochaines étapes? Donc, c'est pour cette deuxième typologie des femmes qu'on a déjà accompagnées, qu'on a lancé en plus les communautés privées pour les femmes Madame Investie, où on va plus vers investissement, multiplication de sources de revenus, augmentation des revenus, donc les versions plus par rapport à nos finances personnelles. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Voici comment j'accompagne les femmes et je suis extrêmement fière de savoir que aujourd'hui j'accompagne tes chiffres, ils ne sont pas à jour. Si je vais calculer, là, Ah, je vais faire les calculs mentaux très rapides. C'est plus que 1000 femmes ah accompagnées qui oui. sont des élèves, plus que 10 000 personnes qui ont participé en différents événements gratuits parce que j'organise également les sommets, les challenges gratuits, etc. Et les communautés, disons que c'est 25 000, 30 000 des femmes dans les communautés. D'accord, bah excuse-moi pour, pour Non, pas ça. du tout. Ça évolue vite, donc. Oui, bah c'est une bonne chose, c'est qu'on voit effectivement que ça évolue. Du coup, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Déjà, la première chose, c'est tu parlais de, bah, tu as fait plusieurs pays et tu parlais de la relation à l'argent qui est différente dans ces différents pays. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, s'il y a des choses qui reviennent, la France est différente sur ce point par rapport à, comme tu disais, les pays anglo-saxons? Les différences culturelles, il y en a
pas mal. On peut quand même lancer les discussions, ça va durer des heures et des heures. Je peux juste te donner les exemples en fait qui vont être Ouais. très parlants. Mon conjoint qui est français, par exemple, à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre les français, on va discuter dans les familles. Et la sorte un type de questions que je vais poser naturellement sans vouloir être indiscret ou sans vouloir être c'est une petite voilà Biélorusse qui arrive et pose les questions inconfortables. Là, je voyais par exemple les réactions me dire bah non, ça se fait pas. Or, pour moi, c'était les questions innocentes, type, par exemple, quelqu'un travaillait dans l'informatique. Moi, j'étais en train de faire mes premières pas dans l'informatique. Donc, les questions, c'était, c'est quoi les fourchettes des salaires? C'est même pas les questions par rapport à combien tu gagnes directement. Ou, par exemple, OK, vous avez acheté les maisons en crédit, ça m'intéresse, les typologies des financements. Donc, pour moi, c'est les questions qui ne sont même pas personnelles encore. Mais c'est vrai que parfois, j'ai prenais les remarques de dire que, oula, hein, ça se fait pas, on pose pas ce type de questions. Et après, au moment où j'ai commencé à faire toute mon expérience professionnelle, ou même à l'université, en fait, on ne discute pas des finances, on n'y sait pas combien qui gagne, on n'y sait pas quel type de métier va être rémunéré à combien entre les collègues, c'est les sujets tabous, ou là, si quelqu'un va connaître mon salaire, c'est la fin du monde, tu vois. Or, au contraire, dans d'autres pays, ça peut être les forces des frappes. Si on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a payé moi, peut très bien essayer de négocier mieux. Donc, de manière générale, c'était l'information qui n'était pas simple à obtenir. Donc, déjà, ça m'a surpris à l'époque que, voilà, pour négocier mon salaire, même au tout début, tu ne sais même pas sur quelle fourchette tu es basé parce qu'en fait, c'est la personne qui va t'aider avec cette information. Et après, au fur et à mesure, il faut vraiment imaginer les situations. On parle d'il y a 10 ans. Donc, déjà, euh, pas des contenus sur l'investissement, pas des contenus sur les finances personnelles. C'est aujourd'hui, ça existe. On a extrêmement les formations sur les investissements immobiliers, bourses, etc. Ils sont nombreux. À l'époque, zéro, nada, vraiment rien. Donc, trouver l'information et avoir ce type d'information, ce n'était pas simple. Et par exemple, au tout début de mes investissements, je voyais comment j'étais traitée. Une femme qui s'intéresse à ce sujet-là, c'est déjà bizarre. Quitte à avoir les rendez-vous aux banques, dans les banques où les banquiers va s'adresser que à mon conjoint. Il va même pas considérer que moi, je fais partie des équations pour l'investissement. Donc voilà, il a plusieurs indices, il a plusieurs choses qui te montrent, qui dit déjà, je trouve pas ça normal. Et en plus, en comparaison avec l'expérience, par exemple, à tous mes copines, copains américains, je peux dire combien tu gagnes. Aucun souci, en fait, de savoir tout de suite. On parle chiffres assez rapidement. On va discuter des achats des maisons, on va tout de suite dire combien ça coûte, c'est quoi les modes de financement, etc. Ajouter à ça le fait que les sujets m'intéressaient, donc c'était passionnant. Tiens, c'est comme ça aussi, petit à petit, j'ai commencé à dire, oh, tiens, pourquoi pas partager? Pourquoi pas partager sur les sujets? Ça m'intéresse. Clairement, c'est le sujet qui n'a pas beaucoup de dont on n'a pas beaucoup de discussions en France. Donc, j'ai commencé juste pour tester et toute transparence, à l'époque, j'étais enceinte, 9 mois, canicule, je pris 22 kilos, je n'avais rien d'autre à faire. Donc, j'ai commencé juste à poster sur Instagram sur les sujets et j'étais surpris, même plus que surpris par les nombres de retours que j'ai eus directement. En fait, les comptes, il a pris des centaines d'abonnés en quelques jours. J'ai juste fait copier-coller des quelques posts que j'ai fait sur Instagram sur mon blog. Tu as les visites par milliers, par les mots-clés, budget, etc. Directement. Or, SEO, on ne parle même pas. À l'époque, je faisais absolument rien. Donc, tu vois les intérêts vers les sujets. Tu vois les sujets qui n'a pas traités. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à développer l'activité. Bref, j'ai dérivé des questions initiales. Mais effectivement, voilà, les choses où tu dis, je n'y trouve pas ça les meilleures manières de faire. Et là, parfois, quand même, tu as le poids des comparaisons que on n'en parle pas, c'est pas les sujets discutés, ça se fait pas. Tu vas te faire une petite piqûre de dire, bah non, tu vois, en France, c'est pas comme ça. Donc voilà. Hmm. Oui, en plus, c'était renforcé, du coup, par le fait que bah, t'étais étrangère. Donc, il y a sûrement certaines personnes qui, bah, comme tu viens de le dire, non, en France, c'est pas comme ça. Alors que j'imagine que si t'es français et que tu poses les questions que tu posais, ça aurait peut-être créé
des tensions entre guillemets, mais les gens auraient peut-être répondu ou est-ce que tu penses que ça a pu impacter le fait que tu sois étrangère vis-à-vis du regard que les gens avaient par rapport à tes questions sur l'argent? Ça peut aller dans deux sens en fonction des gens en face. Donc, les gens qui sont Mhm. tout à fait normaux, on peut dire ça, qui n'ont pas les préjudices et tout, eux, ils vont t'accorder un certain crédit de dire, OK, elle ne connaît pas les codes des sociétés, donc elle pose les questions, c'est innocente, on va juste dire que, voilà, c'est pas comme ça. Donc, il n'a pas eu les commentaires négatifs, il n'a pas eu quelque chose qui m'a gêné. C'est juste, voilà, entre guillemets, on t'aide à comprendre les codes. Donc, bien évidemment, dans ces cas-là, c'est plus simple pour moi en tant qu'étranger. Pour quelqu'un qui est français, qui va poser exactement la même question, idem, tu peux voir les deux types de situations. J'imagine, il y a quelqu'un qui va dire, bah non, ça se fait pas. Et là, tu peux voir les retours assez négatifs de dire, mais tu dois comprendre, tu dois savoir que c'est pas comme ça en France. Et les deuxième typologie, tu vas même pas poser les questions en fait, parce que autant que Français qui était né ici, qui était baigné dans la culture française, etc., tu as pris les codes et tu as appris ce que tu peux poser comme question, ce que tu ne peux pas, et les discussions que tu peux avoir en famille que tu ne peux pas avoir. Ici, c'est hyper dangereux, intéressant, c'est le sujet sur lequel on travaille le plus avec les femmes que j'accompagne. Parce que pour toi, c'est par défaut. Tu vas même pas comprendre, tu vas même pas savoir, tu vas même pas penser que tu peux faire différemment. Et là, on rentre dans toutes les discussions sur les habitudes, les croyances, les manières d'être, etc. Donc, tu as sorti ton culture et pour toi, c'est normal et tu ne te rends même pas compte que ça peut être différent. Et c'est seulement au moment où tu vas te faire accompagner, ou tu vas lire peut-être un livre sur les sujets, tu vas écouter les podcasts, tu vas être confronté avec la vie différente. C'est là seulement où tu vas te rendre compte et dire, ah tiens, effectivement, tu vois, je n'ai pas pensé. Je pensais que j'ai le choix entre A, B, mais au final, il a aussi C, D, E, etc. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'on peut faire différemment, qu'on peut réagir différemment. D'accord. Et euh, est-ce que tu as vu une évolution sur ces 10 dernières années? Comme tu l'as dit, il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces comptes Instagram, il n'y avait pas tout ce contenu sur l'éducation financière en France. Est-ce que, d'après toi, les choses ont évolué? Alors on va pas dire dans le bon sens, dans le mauvais sens, on n'est pas là pour juger, mais voilà, est-ce que ça a évolué de ce point de vue, voilà, selon ton expérience? Absolument. Je trouve que le sujet, il était démocratisé. On n'est pas encore au niveau des traités ça comme les sujets qui n'a pas de tabou, mais quand même, on a plus des médias qui en parlent, on a plus de gens qui parlent, on a plus de bouquins et qui ont été écrits sur les sujets, les chaînes YouTube, les podcasts, etc. Donc, l'accès à l'information aujourd'hui, il est beaucoup plus simple et on peut avoir beaucoup plus d'informations facilement, même formation, même astuces, même voilà, n'importe quel type de contenu. Euh, c'est que peut-être n'a pas évolué autant, c'est l'application derrière, parce que l'humain n'a pas changé. Donc Ok. oui, on a accès à toute cette information, ça ne veut pas dire pourtant que on va appliquer et on va vraiment changer notre situation. Mais en soi, je trouve que oui, on a beaucoup plus de ressources, on a beaucoup plus d'informations. Mais ça n'y diminue pas. Après, tu vois, il n'y a pas de statistiques qui existent sur les sujets. Mais en tout cas, les nombres de personnes qui sont toujours à découvert, les nombres de personnes qui sont toujours surendettées, les nombres de personnes qui font toujours les dépenses de manière émotionnelle, pas mesurée, qui gèrent pas leur budget. C'est les gens qui sont dans les bonnes situations, qui gagnent bien leur vie, classe moyenne, avec peut-être 2 personnes dans la famille qui gagnent les revenus. Donc, c'est pas les gens qui sont dans les misères, c'est pas les gens qui ont vraiment pas euh, des ressources pour gérer, c'est vraiment les gens qui n'ont jamais appris à gérer les situations, va finir assez souvent en découvert, en endettement, etc. Ici, bien évidemment, je ne peux pas mesurer mais, les changements depuis 10 ans, mais je peux certainement dire que ça existait avant et ça continue à exister toujours aujourd'hui. Et les gens sont très, très, très nombreux. Hmm. Oui, c'est très compliqué. Bah,
forcément, plus tu vas avoir d'argent, plus il va y avoir de tentations. Et ça va pas forcément dans le sens inverse avec le temps. Et donc, en fait, les personnes euh, qui ont le plus de problèmes financiers, alors, ça va être les personnes qui de la classe moyenne, que bah, c'est les personnes là en fait qui vont venir vers toi pour apprendre à mieux gérer leur argent. Ça, c'est les typologies de clients qui en a les plus, effectivement. On a beaucoup de personnes qui vont toucher les retraites prochainement. Donc, changement de situation drastique, on ne sait pas gérer les changements. On a beaucoup de gens, notamment dans les cas des changements. On a divorcé, on a eu des naissances des enfants, on a déménagé dans les nouveaux pays. Pareil, n'importe quel changement important, que ce soit positif ou négatif, en fait, ça entame tout de suite les conséquences sur les finances. On ne sait pas faire face. Et après, effectivement, tous les typologies des personnes issues des classes moyennes qui ont des revenus. Donc, on ne parle pas des gens qui ont vraiment absolument rien. Parce que sinon, c'est compliqué à gérer. Comment tu veux faire les budgets si tu as absolument rien qui rentre, mais qui ont quand même des revenus, qui ont les activités. On a beaucoup de fonctionnaires, on a beaucoup d'infirmières libérales. Je ne sais pas pourquoi on a infirmières, on en a pas mal, les comptables, cadres, tous les professions libérales, etc., qui sont excellentes dans leur domaine, qui sont excellentes dans leur métier, qui ont vie des familles, qui peut-être des bons mères, des bonnes copines. Tu vois, la vie, il est rempli, il a beaucoup de choses et on ne trouve pas les temps de s'occuper de ses finances. Donc, c'est la plupart du temps par manque d'habitude, manque de connaissances et du coup, ça se finit mal. Et notamment quand on est dans cette cas de figure où bah, je gagne bien ma vie, tout est bien, comment puis-je dire même à quelqu'un d'autre que je suis à découvert, j'ai honte, ça m'angoisse, ça me stresse. Et donc voilà, on a dans cette situation, on ne va pas verbaliser les problèmes, on ne va pas en discuter parce que c'est tabou. On ne va pas non plus faire quelque chose pour s'en sortir parce qu'on ne sait même pas par quoi commencer et comment faire. Et on est tellement pris ailleurs parce qu'on a quand même un travail à temps plein, on a des enfants, etc. Qui ont chaque fois on s'est dit que voilà, on va les faire, on va les faire, on va les faire et on finit par ne rien faire pendant des années. Donc voici plutôt les typologies des femmes que j'accompagne aujourd'hui qui trouvent cette envie d'aller faire l'accompagnement, de dire ok, ça y est, c'est bon, je prends ma finance en main, j'ai quelqu'un qui va accompagner, je vais avoir les formations, je vais apprendre, je vais avoir l'accompagnement, quelqu'un qui va traiter mes questions. Nous on traite les exercices, donc vous regardez les formations, vous faites les exercices, on applique directement ce qu'on a appris et la coach en finance qui va vous corriger vos exercices. On a des coachings de groupe, on a échange entre nous. Donc voilà, quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui est prêt à changer, quelqu'un qui a vu vraiment, vraiment en finir avec cette stress et angoisse financière. C'est ça les femmes qui en accompagnent aujourd'hui. D'accord, alors tu l'as souligné plusieurs fois et je voudrais justement aller sur ce sujet. Tu accompagnes essentiellement des femmes, ça ne veut pas dire que tu n'accompagnes aucun homme, mais pourquoi ce choix de t'orienter vers les femmes? C'est à la fois les historiques, parce que historiquement, 99% des clientes, on était les femmes, euh, et à la fois les convictions personnelles. Euh, à l'époque, j'ai étudié beaucoup tout ce qui est économie de comportement et developmental economics, c'est l'économie dans les pays en développement. Il y a énormément des études qui expliquent en fait que si on veut impacter les plus larges nombres de personnes, il faut impacter les femmes. En fait, pourquoi tu penses que, par exemple, à l'époque, à l'Afrique, tous les aides, tous les microcrédits, etc., la plupart du temps, ça ciblait les femmes. Parce que tu formes une femme, tu impactes en moyenne 6-7 personnes autour. Les femmes, elles vont quand même partager les connaissances avec les enfants à certain niveau, mais quand même quelque chose. Elles vont discuter avec sa famille, elles vont discuter avec ses copines. Donc, l'information, elle n'a pas gardé pour elle, elle est dispatchée. Donc, peut-être c'est la nature humaine, les femmes en parlent. Peut-être c'est juste le fait qu'on aime bien partager. Tu formes un homme, tu as formé un homme.
plupart du temps, l'information reste chez un homme et il n'a pas autant d'impact autour. Donc, moi, comme personnellement, je dis que mon temps, il est fini et je veux avoir le maximum d'impact. Je vais impacter plus les mondes en me focalisant sur les femmes. Donc, c'est à la fois conviction personnelle, à la fois, c'est les études qui montrent ça, à la fois, parlons des différences hommes-femmes économiques. Elles ont quand même déjà autant de problèmes, donc pourquoi pas aider un peu plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qu'au final, on a fini par dire directement qu'on accompagne les femmes. Parce qu'à l'époque, c'était juste les programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, on a quand même décidé de cibler et dire que c'est les programmes que pour les femmes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisant pour les femmes de dire qu'on rentre dans les accompagnements et il n'y a que des femmes, que des mères des familles. On peut en discuter entre nous. Il n'y a pas de sujets tabous, il n'y a pas de jugements. Tout se passe dans la bienveillance. Ils vont me comprendre. Ils sont comme moi. C'est exactement la même situation. Donc, ça aide aussi les progressions de ne pas avoir cette filtre, entre guillemets, si on a différentes typologies de personnes en face. Du coup, aujourd'hui, c'est que des femmes, effectivement. D'accord. Et est-ce que, de par ton expérience, tu vois alors des inégalités hommes-femmes, ça il y en a, mais des problèmes financiers qui sont vraiment très spécifiques, soit aux hommes, soit aux femmes? Problème, j'aurais envie de répondre différemment. Il y a les cultures et les pressions sociales fait que il y a différentes manières de traiter nos finances par les hommes et par les femmes. Après, ça peut finir avec les problèmes, ça peut finir avec quelque chose de positif. Donc, ça dépend des personnalités en face. Mais des bases, les femmes, elles ont beaucoup plus de rôles. Ton enfant, elle est malade. Là, ça arrive aujourd'hui, par exemple, j'ai une petite fille qui regarde les dessins animés. D'habitude, elle n'a jamais droit à 45 minutes de dessins animés, mais là, lors de l'enregistrement de cette podcast, voilà, elle est contente. Ta fille, elle est malade. On appelle qui? On appelle la mère. Il nous arrive quelque chose, c'est la mère qui va prendre cette responsabilité pour les enfants. Donc, les manières de gérer les finances, les femmes, il est beaucoup plus impliqué, il va dépenser beaucoup plus pour les familles, pour les enfants, etc. Après, bon, bien évidemment, il existe les différents modes de gestion des finances en famille, mais la majorité de nos clients, sans vouloir dire que c'est 100%, la majorité de nos clients se trouvent dans les situations où le mari, il va contribuer financièrement, mais il ne va pas vouloir gérer. C'est en gros, débrouille-toi. Donc, tu sais gérer, tu sais. Et tu vois, c'est toujours avec cette mode positif. Tu sais mieux faire que moi. Moi, je vais jamais savoir quel vêtement acheter. Tu gères mieux, donc vas-y, fais. Et du coup, il se trouve avec cette point de gérer pour tout le monde. D'être un peu cette Hitler dans la famille qui dit non, qui impose les limites. Or, papa, il va être, bah non, moi, on veut sortir, etc. Donc, c'est cette différence culturelle et les rôles qui vont être plus compliqués pour les femmes à gérer parce que il faut se concentrer sur gagner plus. Mais déjà, des bases, c'est compliqué avec les congés de maternité, avec tout ce qui se passe, etc. Donc, on va pas avoir autant de promotions, on va pas être autant payé. Dans certains cas, c'est plutôt les femmes qui vont prendre les congés pour les enfants, c'est plutôt la femme qui est à 80%, etc. En plus, trouver le temps pour les faire. C'est la femme qui va contribuer plus du temps dans les familles. En plus, gérer les finances de tout le monde et avoir ce rôle de distributeur ou quelqu'un qui met les limites. Donc, c'est toujours dans les négativités que ça se passe la plupart du temps. Donc, déjà, on se sent mal. Si on a les problèmes financiers, c'est encore pire. Donc, il y a tellement plus de choses pour les femmes à gérer que ça peut conduire à certains comportements. Effectivement, on peut avoir les achats compulsifs pour se faire plaisir parfois. Les manques des volontés de gérer parce qu'on n'y veut pas toucher. Tu sais, c'est un caca. Tu sais que si tu touches, ça va exploser. Donc là, tu dis, oula, non, je n'y veux pas. Donc, il y a les différences de gestion, il y a les différences de comportement. Est-ce que parce que c'est un homme-femme ou est-ce que parce que les sociétés aient fait que? Ça, c'est une autre discussion. Mais oui, il y a une vraie différence. En tout cas, au niveau de gestion. D'accord, donc en fait, du coup, les femmes ont en fait plus de pression
niveau financier, comme tu le disais, c'est elle qu'on appelle s'il y a un problème avec les enfants, tout ça. Et donc ça explique aussi peut-être pourquoi il y a plus de stress, de honte à en parler. Tu parlais tout à l'heure de ça, de honte à parler quand on a des problèmes financiers alors qu'on fait partie de la classe moyenne. Euh, et justement, euh, alors j'imagine bien que que ça peut demander un cours entier, mais quelle est ta première recommandation par rapport à ces femmes qui ressentent cette honte d'en parler ou qui ont cette pression? C'est une question assez intéressante, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse en 12 secondes. On est dans les sociétés qui aiment des astuces. On veut toujours les astuces, 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 quelque chose qui va aider. Moi, je suis plus adepte de traiter les problèmes dans sa généralité, en fait. Donc ici, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On parle des développements personnels, on comprend quelle est nos peurs, quelle est nos relations avec l'argent, c'est quoi les blocages. On parle assez souvent des estimes des soi. Pourquoi est-ce qu'on va avoir honte ou accepter certaines choses à en parler ouvertement. Euh, on peut parler des problèmes de gestion. Il y a beaucoup de choses. Mais je sais que si je dois choisir une seule chose à dire, c'est que dans tous les programmes qu'on fait aujourd'hui, la majorité des femmes viennent parce qu'elles pensent qu'on va faire les budgets, on va faire les outils de planification d'épargne, etc. Et on les fait. Aucun souci. Mais les outils et les gestions des finances personnelles, ça va peut-être prendre 10-15% d'accompagnement. Le reste du temps, c'est le développement personnel. Le reste du temps, c'est le travail avec les mentalités, l'état d'esprit, travail avec les peurs, travail sur l'estime en soi, travail sur les relations en famille, les relations avec les enfants, les traumatismes qu'on peut avoir quand on était plus jeune. Donc, il y a beaucoup de psychologie au final, ça aide énormément. J'ai aussi mon deuxième diplôme en psychologie et marketing. C'est le mix assez intéressant. J'étais formée et en psychologie et en marketing, et les deux, c'est hyper lié. Mes études en psychologie vont beaucoup plus aider à accompagner les femmes que les études en finance. Donc aujourd'hui, si on veut traiter les finances personnelles, on sait que il faut commencer par prise de sa responsabilité et le travail sur soi pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Pourquoi est-ce qu'on accepte de vivre dans cette situation qui est inconfortable? Pourquoi on pense que c'est normal pour nous d'être angoissé, stressé, avoir honte et n'a pas traité les situations? Tu vois que si tu as les fûts en face de toi, tu mets ta main, ça fait mal, tu enlèves ta main. Or là, ici, tu as dans l'anxiété depuis des années et tu fais rien. Pourquoi? Et les questions vont se trouver en développement personnel, état d'esprit, psychologie, plus que les outils de gestion. Tout D'accord. commence dans la tête, dans les finances personnelles en tout cas. Oui, donc en fait, effectivement, tous les budgets qu'on peut faire, c'est qu'une infime partie de ce qui est nécessaire de faire pour améliorer durablement ses finances personnelles et sa vie en général. Tout à Donc, fait. En fait, faire le budget, ça ne sert absolument à rien si on ne va pas faire et appliquer derrière. C'est comme aller acheter les abonnements aux salles de sport. OK, tu viens d'acheter l'abonnement aux salles de sport. Félicitations. Il faut aller. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont aller sur Internet chercher comment faire les budgets, comment, tu sais, on va lister les revenus, on va lister les dettes, on va lister les dépenses, etc. Et c'est très bien, c'est une très bonne démarche. Mais c'est une première étape qui est entre guillemets les plus simples à faire parmi toutes les étapes qui vont suivre. Après, il faut vivre avec ton budget pendant un mois. Il faut faire les choix. Il faut savoir dire non. Il faut peut-être négocier. Il faut changer sur les volets. Il faut savoir gérer les imprévus. Il faut savoir épargner. Parfois, il faut serrer la ceinture. Parfois, il
Il faut négocier en famille, expliquer aux enfants qu'il ne peut pas tout faire, etc. Il faut tenir. Pour tenir sur la durée, ce n'est pas le budget qui va t'aider, c'est ton mental et c'est ton état d'esprit. C'est pour ça qu'on travaille autant sur OK, qu'est-ce qui te pose les problèmes? Pourquoi tu n'arrives pas à en discuter avec ton conjoint? Pourquoi, dès que vous commencez à parler finance, ça part en cacahuète? C'est le cas de plusieurs familles qui en accompagnent. OK, parce qu'on parle des finances, mais assez rapidement, on va parler des sujets émotionnels. Donc, finance égale émotion. Ce ne sont pas des chiffres. La plupart du temps, c'est émotion derrière. Ça veut dire quelque chose, c'est personnel. Donc, on va traiter tout ça pour nettoyer un peu et pour aider à tenir dans la durée, d'où le fait qu'on fait un accompagnement et pas les formations en ligne. Donc, c'est bien de regarder les vidéos, savoir faire les budgets. Quand tu commences à appliquer, tu as des questions, tu as les situations que tu ne sais pas gérer, tu as les situations qui sont compliquées. Du fait qu'on a un accompagnement, vous êtes toujours accompagné par les coachs, vous êtes toujours dans les communautés, vous pouvez en discuter avec les autres. Donc, on n'est pas toute seule. Et c'est ça les parties les plus compliquées. De tenir dans la durée. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui les... Comment dire? Les problèmes, problème, j'utilise souvent ce mot, mais il n'est pas forcément approprié tout le temps. Mais est-ce que ces choses qui nous bloquent par rapport aux finances, euh, ça vient et qui font que potentiellement on finit par hausser le ton quand on en discute avec son conjoint. Est-ce que ça vient beaucoup de l'enfance ou est-ce que c'est assez réparti dans l'ensemble de notre vie, ou est-ce que vraiment tu as constaté que l'enfance c'est une grosse partie de notre relation à l'argent et de comment on le gère après? Mhm. Définissons enfance. Tu vois, si tu es une femme de 40 ans en face de toi, jusqu'à quel moment on peut dire qu'on était impacté par la famille et à quel moment on peut dire qu'on était adulte? Oui, la grande majorité, c'est bien des enfances. C'est normal. Notre personnel et caractère, il est créé dans les communautés étant au début les familles. Les manières dont notre père, notre mère vont faire les choses, les remarques qu'on va écouter pendant 18 ans. Tu vois, si quelqu'un va te dire tout le temps les riches sont méchants, mais ça n'est pas possible, etc., ça rentre dans les têtes quand même. Donc, on est impacté. Après, en plus des familles, on a aussi l'environnement socio-démographique autour, où on a grandi, quelqu'un qui a grandi en campagne versus quelqu'un qui a grandi dans les grandes villes, c'est pas du tout le même parcours, c'est pas du tout le même discours. Nos collègues, nos éducations, est-ce qu'on va faire l'école des commerces versus d'autres types de parcours? C'est pas pour dire que l'un est le mieux que l'autre, mais il faut quand même comprendre qu'on reste dans les bulles. Et votre bulle, il va être définie dans les grandes majorités par votre famille, parce qu'on commence toujours par les familles. C'est là où on écoute les plus, c'est là où on voit les plus, c'est là où on ressent les choses les plus en étant petit. Parce que je peux vous dire, s'il a les problèmes de l'argent dans les familles, même si maman, papa, ils vont pas dire grand-chose, les enfants sentent les tensions. Donc, tu vas quand même détecter quelque chose. Et après, ton bulle, il continue quand même avec tes copains qui vont être quand même plus ou moins des mêmes milieux socio-économiques que les autres, que ta famille, les études que tu vas faire, les entreprises où tu vas finir à travailler, etc. Donc, tu vas être formaté de certaines manières. C'est inévitable. Et c'est que à partir des moments que tu vas vraiment faire les choix de prendre ta vie en main et commencer à t'éduquer, tu vas commencer à faire les choix conscients des gens autour, les médias que tu vas consommer, l'information que tu vas consommer, que tu peux changer. Pourquoi on dit que si tu voyages et tu vas changer les cultures, ça, c'est la manière de progresser les plus rapides parce qu'en fait, tu vas avoir les différences instamment, en fait. C'est pas comme si tu vas changer 6e arrondissement à Paris à 7e, en fait. Non, tu vas complètement te changer. Tu vas avoir ces différences de culture et ça te permet de grandir, ça te permet de voir
c'est que OK, pas OK pour toi et tu comprends beaucoup mieux ta culture à toi. Donc ici, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de choses où on était formatés. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sans réflexion. Il y a beaucoup des habitudes qu'on a pris, qu'on détecte même pas, on comprend même pas que ce sont des habitudes qu'on peut faire différemment. C'est inévitable. Après, c'est pas les choses négatives. Il faut pas voir c'est de manière négative. On a tous les êtres humains et les êtres qui a besoin d'autres humains. Mais c'est à partir des moments où on va faire les choix réfléchis de dire, OK, maintenant, quel type d'information je veux consommer, quel type de croyances je veux avoir. C'est un travail qui demande l'énergie mentale, qui demande du temps, qui demande les efforts. Et la majorité des gens qui sont pris dans les vies de tous les jours manquent cette volonté de faire parce que c'est compliqué en fait. On est fatigué après les travails. Avec les enfants, on est fatigué. Donc oui, on a tous formaté, on a tous des croyances, on a tous des réflexions. Ces croyances, réflexions et nos habitudes vont affecter notre comportement. Notre comportement va créer certains résultats. Et les résultats, c'est qu'on va finir à découvert ou au contraire, on va commencer à épargner et on va commencer à investir. C'est possible d'échanger, c'est demande de l'effort. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou pas, mais tout commence dans les familles, oui, bien évidemment. Ok, si, bah c'est très bien. Et justement, par rapport à l'effort que ça demande, effectivement, le fait qu'on ait beaucoup d'habitudes dans notre vie, c'est justement pour nous reposer. Donc, devoir changer ses habitudes, bah, ça demande effectivement beaucoup d'efforts, notamment bah, les habitudes financières. Et là, actuellement, je suis en train d'écrire une newsletter sur l'image qu'on a, qu'on essaye de garder de soi. Donc, dans les groupes sociaux, t'en parlais. Et quelle importance a, selon toi, justement, cette image, cette perception qu'on essaye de se donner par rapport à nos finances? Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire, mais voilà. Mhm. Ça dépend des personnes. Là, on rentre vraiment dans les domaines dont on peut discuter en thérapie, par exemple. Chaque personne va jouer plusieurs rôles. Moi, je suis une mère, je suis chef d'entreprise, je suis une femme, je suis une copine, etc. Donc, c'est par rapport à cette importance qu'on peut accorder à différents rôles et par rapport à la relation qu'on a avec l'argent, que ça va être différente. Donc, quelqu'un qui va s'associer beaucoup, imaginons que je vais dire que ce que je gagne égale ce que je vaux, égale mon importance dans la société. Pour cette personne-là, argent, ça va être archi importante. Et les relations avec argent, ça va pas être linéaire parce qu'on va beaucoup, entre guillemets, demander à l'argent. On va toujours vouloir plus, peut-être. On va toujours tout mesurer avec l'argent. Donc, on n'a pas cette relation saine. Quelqu'un d'autre qui va dire, OK, moi, je suis une mère. Et c'est ça ma définition de réussite, entre guillemets, dans la vie. C'est ça ma rôle et j'adore faire ça. Peut-être pour elle, relation avec argent, ça va être un peu moins important. Donc, les questions que tu poses, je pense que c'est très différent en fonction des personnes. Mais en tout cas, pour avoir les premières pistes de réflexion, je pense qu'il faudra garder au rôle sur lequel on accorde le plus d'importance et relation qu'on a avec l'argent, qu'est-ce que l'argent signifie pour nous? D'accord. Eh bien, c'est une très bonne question. Et du coup, oui, tu commencerais par là, par voir en fait notre relation à l'argent. Alors, il y a peu de personnes, je trouve, qui ont conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, bah, à travers tes accompagnements, justement, tu travailles le fait de prendre conscience de cette relation à l'argent? On est obligé. Si tu veux le vrai changement qui va durer, tu es obligé. Les premières choses qui ont travaillé dans l'accompagnement, même avant que en fait, dans nos accompagnements, les modules ils sont bloqués. Tu ne peux pas même accéder aux modules sur les budgets, sur les cartographies de comptes en famille, sur les budgets annuels, etc., avant même que tu travailles sur le module croyances. Tu n'y peux pas. Et là, je sais que ça a surpris pour beaucoup des participants qui en vient, qui dit tout de suite, je veux avoir les budgets, et je veux commencer avec les budgets. Et nous, on freine notamment et dire, d'abord, on traite les croyances.
Ensuite, le module d'après, c'est habitudes financières. Et ensuite, seulement, on va parler chiffres. Parce que les faits que tu vas changer ou pas, ce sont des croyances. Les faits que tu vas avancer ou pas, ce sont des croyances. Les faits que tu vas appliquer ou pas, que tu vas être coachable ou pas, que tu vas être ravi avec les changements ou tu vas être en panique totale, tout ça, c'est les croyances. Croyances, les habitudes, etc. Donc, on est obligé de travailler ça en première. Et crois-moi, si on commence à parler croyances assez rapidement, on va aller vers le sujet sur les relations avec l'argent. Ok. Et comme tu le dis, tu commences par les croyances, donc relation à l'argent rapidement, et ensuite c'est toutes les habitudes financières. Tu peux en citer quelques-unes, que ce soit des mauvaises habitudes que beaucoup de tes clientes font, ou des bonnes habitudes justement que vous essayez d'amener. Les habitudes, c'est tout simplement une répétition que tu fais sans réfléchir, la plupart du temps, qui va avoir une certaine conséquence, positive ou négative. Donc là, tu te lèves le matin, tu vas aller, je sais pas, boire un verre d'eau. Pour quelqu'un qui c'est une habitude, c'est juste une habitude qui est potentiellement positive. On peut voir l'habitude négative. Quelqu'un a l'habitude d'épargner dès le début du mois. C'est une habitude. Quelqu'un d'autre va avoir une habitude de noter ses dépenses. C'est une habitude qui a les conséquences positives sur nos finances. Quelqu'un d'autre va avoir l'habitude de ne pas suivre ses comptes et dès qu'on arrive à moins quelque chose, aller piocher dans l'épargne. C'est une habitude aussi. On ne va pas s'arrêter et dire stop. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est quoi les problèmes ici? Est-ce que je vais analyser ma situation? Non, en fait, au lieu de traiter ça, par habitude, on va dire, tiens, bon, ok, c'est grave, ça me fait mal, ça m'angoisse, mais bon, je vais aller prendre un peu sur les livrets A. Et là, sans réfléchir, on va aller chercher sur les livrets A, on va faire les virements, on continue comme rien n'était. Ça, c'est l'habitude. Donc, on détecte les patterns de comportement, on détecte notre manière par défaut de réagir, de faire et consommer l'information et peut-être avoir les discussions et avoir les réflexions de certain niveau. Et on travaille avec ces habitudes parce que c'est là, en fait, déjà, on aura l'impact énorme sur les finances personnelles. Quelqu'un qui va apprendre à ne pas tout de suite dépenser la totalité de son revenu, mais prend une petite habitude de juste noter les dépenses importantes. Tu vois, ne serait-ce que changer les habitudes, on n'a rien changé au niveau des revenus, on n'a rien changé au niveau des dépenses, on n'a absolument rien touché aux finances de la famille. On a juste changé l'habitude et bam, tout de suite, les conséquences, elle est énorme. De le fait que d'abord, on commence par les croyances et les habitudes avant même qu'on fait les budgets. Ok. Et est-ce que dans les habitudes, il y a aussi, j'ai entendu récemment une habitude, par exemple, de tous les matins faire son lit, s'imposer de faire son lit. Est-ce qu'il y a des habitudes comme ça qui sont pas financières, mais qui peuvent apporter quelque chose avec pas l'effet cumulé, mais voilà, par je sais pas comment dire, mais qui au final vont apporter quelque chose au niveau des finances. Bien sûr. Nous, en tant qu'être humain, on n'y fonctionne pas par département, par, je sais pas, par sphère. Donc, tout ce qu'on est en train d'améliorer en finance, tout de suite, ça va améliorer dans d'autres sphères de notre vie. Là, on vient de travailler sur les croyances en finance. On a détecté quelque chose. On va se porter différemment au travail. Notre vie professionnelle va améliorer. On va peut-être mener les discussions avec nos conjointes différemment. Peut-être ça va améliorer les relations au couple, etc. Donc, chaque fois que tu apprends quelque chose, développement personnel, ou, etc., ça va avoir l'effet waterfall, comme on dit ça en français. Chute d'eau, Voilà, cascade. sur d'autres sphères de ta vie directement. Donc, tu as pris l'habitude de commencer ta journée avec les douches froides, tu as bonne humeur, tu es motivé, potentiellement, on a plus de chances que tu vas faire ton budget ou tu vas noter tes dépenses. On va dire que les douches froides, ça n'a rien à voir avec les finances, mais non, ça va impacter ton comportement, ton humeur, ton énergie de la journée. Donc, ça va avoir l'impact énorme. Donc, oui, tous les changements positifs qu'on fait dans n'importe quelle autre sphère de la vie, ça va impacter les finances. Et tous les changements qu'on est en train d'introduire dans les finances, ça va impacter les vies ailleurs. D'où le fait que prendre sa vie en main, entre guillemets, les manières les plus simples, c'est via les finances. Parce que dès que tu mets un petit changement
dans les finances, tu vas voir tout de suite l'impact. Je sais pas, je ne vais rien dire contre les méditations, par exemple, mais tu peux méditer chaque jour pendant des années. Ça va pas potentiellement t'aider tout de suite sortir des découvertes. Là, tu prends tes finances en main, tu sors des découvertes. Waouh! Je peux te dire que les charges mentales, l'anxiété, les stress, les manières dont tu vas réagir, etc., il est énorme, il est beaucoup plus important. Il faut faire les méditations toujours, c'est important, mais si tu rentres dans ce changement via les finances, les résultats ils sont plus visibles plus rapidement. Tu vas être surpris avec tous les impacts que tu vas avoir ailleurs dans ta vie, un impact hyper positif. Oui, pour reprendre l'exemple de la méditation, en fait, les résultats, bah, ils vont être subtils et sur la durée. Donc, alors qu'avec les finances, bah, tu vas le voir. Si tu finis plus tes fins de mois dans le rouge, mais dans le vert, ça, tu vas le voir directement, ça va te motiver et tu vas pouvoir continuer et aller encore plus vite ou plus loin après. Et justement, ce après, tu en parlais, tu aides donc les femmes à mieux gérer, à améliorer leurs finances personnelles et tu les aides aussi pour celles qui veulent aller plus loin à investir. Est-ce que tu peux, parce qu'on a pas mal parlé pour l'instant de la gestion, est-ce que tu peux parler un peu rapidement du côté investissement? Mhm. Oui, c'est vrai que nous, on a l'habitude d'accompagner plus spécialisé sur l'accompagnement des femmes pour sortir des découvertes, endettement, etc. Tu peux changer ta situation assez rapidement. Notre accompagnement, les 3 mois. En 3 mois, c'est largement suffisant pour sortir des découvertes, pour mieux gérer, pour commencer à avoir les premiers niveaux d'épargne. On a des participants qui vont commencer les programmes au moins 700 euros chaque mois, qui finit 3 mois plus tard avec l'épargne de 2000 euros, par exemple. Donc, on peut prendre sa vie en main assez rapidement. Quand tu commences à mieux gérer, donc tu as plus de stress, tu as plus d'anxiété, tu sais qu'est-ce qui se passe et tu commences à accumuler ton épargne. Au bout d'un moment, tu vas te poser la question, en fait, OK, quoi en faire? Ou surtout que pendant l'accompagnement et pendant tous les apprentissages que tu as eus, tu t'es formé différemment, tu vois les choses différentes maintenant. Tu sais que tu peux gagner plus. Tu sais que tu peux constituer un patrimoine. Tu sais qu'investir, c'est possible, c'est faisable et tu peux le faire. Donc là, on a déjà changé tes croyances sur non, c'est pas pour moi, je n'aurai jamais accès au crédit, etc. Tu as les dossiers béton, tu peux faire appel au crédit. Donc là, tout de suite, tu as toute cette monde qui s'ouvre à toi, qui avant, c'était, tu sais, c'est complètement interdit. Et là, d'un coup, tu dis, wow, du coup, c'est possible. J'ai une épargne disponible et je vais en faire quelque chose. Donc, les femmes qui ont accompagné, elles ont été demandeurs de cette formation-là. Et moi, comme je reste aussi persuadée qu'il n'y a pas un seul type d'investissement qui est mieux que l'autre. Chacune peut choisir sa typologie d'investissement comme on souhaite. Et je suis un grand adepte des communautés parce qu'on trouve qu'on avance beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement si on n'a pas les sols, si on est accompagné, etc. Et du coup, c'est pas le programme d'accompagnement, c'est les communautés privées des femmes. Madame Investi qui était née, où on travaille plus sur 3 piliers qui gagnaient de l'argent. Donc, on gagne et on augmente nos revenus, on augmente ce qu'on gagne. Gérer de l'argent parce qu'on reste toujours dans la gestion et même si on commence à gagner plus, il faut savoir gérer ce qu'on a gagné en plus. Et ensuite, on investit. C'est là, notamment, on va voir les différents types d'investissements qui existent. En plus, dans les communautés, on a des coachs mindset, on a des masterclass avec les experts invités, on a des conseillers en gestion de patrimoine qui sont avec nous, qui sont disponibles en coaching. Donc, tu as tout un écosystème qui permet d'aller vers cette diversification des revenus, augmentation des revenus et investissement. Sans être, si tu veux, complètement lié avec une typologie d'investissement. Il y a certains qui vont investir en immobilier, certains qui vont aller plus vers les bourses, certains d'autres qui vont s'intéresser à crypto. On a aussi investissement alternatif, on peut parler des side business, etc. Donc, c'est tout un écosystème pour propulser au niveau encore plus important où on va aller plus vers les constructions des patrimoine, on peut dire ça. Et on va vers l'investissement.
D'accord. Et justement, c'est une question que je me posais. Comme si bien compris, tu as lancé 2 startups, maintenant tu as Katia Finance, donc justement, tu aides aussi, ouais, tu apportes ton soutien pour les personnes qui voudraient plutôt se créer des compléments de revenus, voire se créer des revenus alternatifs à côté de l'investissement ou en plus de l'investissement. Ça, c'est quelque chose que vous faites dans votre communauté, Madame Invest. On n'a pas spécialisé dans les créations de side business, par exemple, mais on met en place tout un écosystème où tu vas trouver du support. On a du coaching par mois, on a des masterclass, on a les challenges mensuels, on a les discussions entre les participants, etc. Donc, tu vas trouver ce soutien pour réaliser ton projet, quel qu'il soit ton projet. Parce que pour certains, dans les communautés, les projets, ça va être lancement des side business. Pour quelqu'un d'autre, ça va être investissement. Pour quelqu'un d'autre, ça va être d'abord négocier mon salaire parce que voilà, il me faut plus et préparer mon dossier pour faire appel au crédit immobilier, etc. Donc, les projets sont divers et on fait en sorte que, peu importe les projets, on aura les soutiens et on aura les réponses à vos questions. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts. Donc, dans cette communauté-là, c'est pas que moi. C'est vraiment, j'ai dissocié cette activité des cas de finance parce que moi, je vais réagir en tant que coach en finance personnelle et toute mon expérience que j'ai sur les marchés financiers, sur les investissements personnels, sur le lancement des startups, etc. On a aussi les conseillers en gestion de patrimoine qui vont donner des masterclass, qui vont donner des coachings. On a des coachs de vie, on peut voir les psychologues qui vont intervenir, etc. Tu as tout un écosystème avec des experts. Chacun est excellent dans son domaine. Et du coup, ça va faire en sorte que tu vas trouver le support et les réponses à tes questions, peu importe les projets. Après, sous-attendu, les projets restent dans les domaines des finances personnelles et investissement. Bien évidemment, on ne va pas traiter les projets, je ne sais pas. Oui, Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. d'accord. Et donc oui, en fait, c'est comme il y a plein d'experts, c'est assez chacun y trouve son compte en fait, voilà, peu importe le domaine. Euh, Katia, écoute, est-ce que il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé discuter? Non, je n'ignore pas. Je pense qu'on a entamé une très belle discussion. Après, les sujets, elle est tellement vaste qu'on peut continuer pendant des heures encore. Mais c'est déjà un très bon début. Et pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet, c'est déjà très, très bien de réfléchir à ces différents points. D'accord. Eh bien, écoute, pour finir, je pose 3 questions à mes invités. La première question, tu l'as mentionné en plus lors de notre discussion. Si je te dis le mot argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi? C'est une question assez personnelle, j'ai envie de dire. J'ai travaillé sur cette notion et notamment mes relations avec l'argent depuis des années et les relations changent. Aujourd'hui, je sais que je me suis rendu compte que argent pour moi, c'est la liberté et comment dire. Après avoir travaillé sur cette notion depuis des années, je me suis rendu compte que aujourd'hui, pour moi, argent, c'était identification. Donc, moi, j'ai accordé notamment beaucoup d'importance des qui suis-je selon combien je gagne. Donc, pour moi, c'était vraiment les notions de réussite, c'est les chiffres. Je sais que c'est pas les meilleures manières de procéder du tout, mais je sais que c'est la vérité dans mon cas. Malgré les faits que je le sais, malgré les faits que j'y travaille depuis le moment, les résidus, il est toujours là. Donc, je vais accorder beaucoup d'importance dès combien je gagne, mon réussite chiffrée, les patrimoines, etc. Donc, aujourd'hui, c'est identification par rapport à moi-même. Et j'essaie d'échanger ça notamment parce que je ne pense pas que c'est la meilleure manière de procéder. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est le travail en cours. C'est comme ça. Et tu vois, ça, c'est bien notamment de mon éducation, mon histoire personnelle et ma famille. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que tu as un livre, une application, un conseil par rapport au monde des finances que tu voudrais recommander à toutes les personnes qui nous écoutent encore maintenant? Mhm.
Bah, il y en a énormément de ressources que je peux recommander. Mais j'ai envie de dire, commencer par les plus classiques, Père riche, Père pauvre, c'est déjà pas mal, de Kiyosaki. Et le deuxième que j'adore à recommander, c'est Les personnes les plus riches de Babylone. C'est un livre qui est excellent, surtout pour ceux qui sont en découvert, ceux qui sont en endettement, qui ont des problèmes avec les dettes. Donc, c'est aussi très, très intéressant pour vous. D'accord. Et enfin, la dernière question. Euh, Si tu as un tableau géant que tout le monde peut voir, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Selon les humeurs, là, j'aurais plutôt à dessiner en fleurs, en soleil et licorne, parce que je viens de dessiner avec ma fille. Donc, euh, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vas écrire, c'est les personnes qui vont prendre ou pas. Donc, tu peux écrire tous les meilleurs conseils du monde, etc. Si les personnes en face, il n'est pas réceptif, il n'est pas réceptif. Et j'ai appris ça beaucoup en accompagnant des dizaines et centaines, je peux dire déjà des centaines de femmes. Euh, Moi, selon mon humeur, juste parce que j'ai envie de dessiner, j'aurais dessiné une image. Il n'a pas essayé d'imposer les wisdom, les connaissances et quelque chose. D'accord. Eh ben, c'est une très belle réflexion que j'ai pas encore eue jusqu'à présent. Katia, dis-moi où et les personnes peuvent te retrouver si elles veulent en apprendre plus sur toi, sur ce que tu fais. Les manières les plus simples, c'est Instagram. Donc, sur Instagram, c'est Katia Finance. Attention à tous les comptes fake parce que je n'ai beaucoup. Donc, c'est Katia underscore finance en pluriel. Et sinon, vous pouvez venir et télécharger tous les outils gratuits que je offre pour les gestions des finances, notamment les tableaux de budget, les tableaux de budget annuels, les diagnostics de vos finances personnelles. Si tu veux, tu peux mettre les liens en dessous de cet épisode. Et donc, du coup, pas seulement vous allez avoir ces outils gratuits, mais en plus, vous allez atterrir dans les newsletters que j'envoie avec les astuces, l'information et plus des réflexions sur les finances personnelles. D'accord. Donc effectivement, tous les liens dont on aura parlé seront dans la description. Et donc Katia, bah, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu viens d'apporter. Ça a été un plaisir. Donc Avec plaisir. merci. Merci pour l'invitation. Salut. Salut.